Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième partie masterclass intitulée Audit Data. Voilà, comment le faire, comment mettre en place soi-même un premier pas d'audit data. Et aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur la partie technique. Je vous rappelle très rapidement le programme de la masterclass. On va commencer par la stratégie d'entreprise, comment est-ce que l'entreprise voyait sa stratégie, etc. On a continué par le focus métier, comment est-ce que les métiers génèrent leurs données, comment est-ce qu'on comprend les données du métier. Aujourd'hui, on se voit pour la partie technique, quels sont les éléments techniques à mettre en place et qu'il va falloir étudier dans le cadre d'une stratégie data. Et la semaine prochaine, pour terminer, on aura un gros focus sur quel retour sur investissement je peux espérer et quel POC, quel proof of concept je peux mettre en place pour valider tout ça. D'abord, un petit contrôle, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez correctement, si vous me voyez correctement? Et je vois que Nathalie avait levé la main. Est-ce qu'éventuellement, Nathalie, vous pouvez me dire dans le chat si c'est juste, si vous vouliez partager quelque chose ou pas? Voilà, je vous laisse m'écrire si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Je rappelle les objectifs de cette masterclass. À la fin, vous saurez comment est créée la donnée dans votre entreprise, comment est-ce qu'elle est générée. Vous saurez définir concrètement qu'est-ce que c'est la BI et quels sont les intérêts pour vous de mettre en place de la BI dans votre entreprise. Vous pourrez évaluer les avantages de la BI au sein de votre entité. Vous connaîtrez le potentiel de vos données. Aujourd'hui, j'ai encore répondu à une intermédiaire pour une newsletter, Salesforce, machin, etc. Enfin, bref. Et le thème, c'était comment est-ce que les TPE et les PME peuvent valoriser leur data. La première chose, c'est de prendre conscience de la valeur de la donnée. C'est vraiment le socle de tout, c'est comprendre quelle est la valeur de ces données. Vous serez en mesure de mettre en place une stratégie BI avec, comme on l'a vu, le focus de l'entreprise, le focus du métier, le focus technique et les ROI potentiels. Et enfin, vous saurez identifier les thématiques sur lesquelles vous pouvez gagner de l'argent, du temps, etc. Je voudrais faire un petit retour sur la session précédente, s'il y en a qui le souhaitent. Donc, je vous avais dit qu'il fallait rencontrer les métiers pour leur poser tout un tas de questions qu'on avait listées ensemble, et sûrement bien plus que vous avez pu trouver également. Vous deviez voir quelle était la signification et la raison de chaque donnée, comment vous pouviez l'utiliser, et vous deviez vérifier leur cohérence et leur validité. Donc, pareil, dans le chat, n'hésitez pas à me dire, à partager si vous le souhaitez. Et je rebondirai éventuellement sur ceux qui réagissent. Si vous avez pu avancer au sein de vos entreprises sur ces thématiques-là, ou si vous attendez plutôt la fin des 4 sessions pour vous attaquer au sujet. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu découvrir, les différentes choses que vous avez pu trouver. Voilà, par exemple, voilà, typiquement, j'ai Marc qui me dit en allant discuter avec les métiers, on s'est aperçu que les données qu'on souhaitait exploiter dans le cadre de la stratégie n'avaient pas la même signification pour eux que pour nous. Oui, ça, c'était en effet un point qu'on avait abordé. On ne voit pas tous la donnée de la même façon, et si on utilise des données de notre point de vue, alors qu'elle n'est pas utilisée du même point de vue par les métiers, ben, on peut se retrouver à avoir des décalages de signification de la donnée. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Ah, tiens, coquille, c'est pas la session 2, c'est la session 3, focus technique pour aujourd'hui. On va parler, donc là on va rentrer un peu plus dans le technique, on va parler de stockage aujourd'hui, on va parler d'outils d'exploitation de la donnée et on va parler d'outils de visualisation de la donnée. Allez, let's go. On part d'un constat. Le constat, c'est que dans la plupart des entreprises, les données potentiellement utiles sont le plus souvent inaccessibles, ou en tout cas, elles peuvent être éventuellement accessibles, mais surtout pas diffusées. Donc, les données ont tendance à être enfermées dans des silos, ça c'est clair. Chaque métier a ses données, conserve ses données et les garde pour lui, elles sont très peu diffusées.
elles sont cloisonnées et elles sont même parfois dans des systèmes un peu anciens, ce qu'on appelle des systèmes legacy, des systèmes anciens sur lesquels on n'a pas forcément la main, on ne sait pas trop comment rentrer dedans, comment est-ce qu'on peut aller consulter la donnée qui est dedans, et on n'y met pas trop les doigts, ce qui est extrêmement dommage. Alors, première question à se poser, c'est où sont stockées les données? Les données, elles peuvent être stockées dans une multitude d'endroits, et cette liste, une fois de plus, n'est qu'un premier pas et n'a rien d'exhaustif. Les données, elles peuvent être stockées de façon classique dans des bases de données. Donc là, vous avez sûrement entendu parler de MySQL, de SQL Server, d'Elasticsearch, de Postgre, de Oracle, il y en a beaucoup d'autres. Donc là, j'ai envie de dire, c'est le mode cool. Elles sont accessibles via des bases de données. Super, on se connecte, on a accès à la base de données, c'est très bien. La seule limite qu'on a, c'est que certains types de bases de données propriétaires sont cryptées et il arrive parfois qu'on n'ait pas accès à cette base de données en direct. Donc là, il y a un petit truc à creuser. Ensuite, les données elles peuvent être stockées dans des fichiers ou accessibles uniquement par des fichiers, type CSV, Excel, PDF, etc. Donc là, il faudra vraiment se poser la question de pourquoi est-ce qu'elles sont accessibles que comme ça? Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on peut quand même avoir accès à cette donnée-là régulièrement? Est-ce qu'on peut mettre un système en place pour que le fichier CSV ou Excel soit réactualisé régulièrement pour la donnée qu'on veut consommer, etc. Est-ce que cette donnée, elle est hébergée en interne de l'entreprise, qu'on appelle on-premise, ou est-ce qu'elle est stockée dans le cloud? Et en fonction de chaque, comment est-ce qu'elle est accessible? On n'utilisera pas la donnée de la même façon si la donnée est présente juste à côté sur un serveur physique juste à côté, ou si elle est déportée dans le cloud et qu'il faut la consommer, notamment quand on va se poser des questions de volumétrie de données. Si on a besoin tous les jours de traiter quelques dizaines de mégas de données, la donnée peut être où on veut. Si on a besoin tous les jours de stocker des dizaines, voire des centaines de gigas de données, là, si on la travaille à distance, si elle est dans le cloud, ça peut avoir son avantage parce qu'on a beaucoup plus de puissance de calcul, mais ça peut avoir un inconvénient en termes de temps de transfert, etc. Donc, il faut regarder en fonction des projets. Est-ce que c'est des données? Ça peut être aussi des logs d'activité, des logs réseau. Est-ce qu'on va se connecter à un équipement qui est capable de donner de la donnée en temps réel? Et est-ce que ça peut être des événements de sécurité, venir se connecter à une machine IT, à des alarmes et autres? Il y a vraiment, cette liste, elle n'est absolument pas exhaustive. C'est où est-ce qu'est stockée la donnée dont j'ai besoin? Et aussi se poser la question de quels sont tous les éléments dans mon entreprise qui génèrent de la donnée. Des fois, est-ce qu'on ne pense pas forcément à se dire, tiens, cette tâche, cet outil, cette fonction génère de la donnée, comment est-ce que je peux aller l'exploiter? Pour aller exploiter cette donnée, pour pouvoir récupérer cette donnée, on va utiliser un outil qu'on appelle un ETL. Alors ETL, ELT, on peut y passer des heures à discuter dans quel sens on fait le process. Ce n'est pas trop la question. ETL, c'est pour extract, transform et load. On prend une donnée, on la transforme, on la manipule et on la déverse quelque part. Est-ce qu'on fait le process dans ce sens-là ou est-ce qu'on fait le process dans l'autre sens? Donc ELT, on extrait, on charge et ensuite on transforme. Ce n'est pas très important dans le concept qui nous intéresse. L'idée, c'est que c'est une séquence d'opérations qui va permettre d'aller collecter de la donnée, qui va permettre de la travailler avant ou après, et qui va permettre de la déplacer quelque part. Le choix de cet outil, il va être vraiment primordial parce que on ne va pas travailler avec 50 outils ETL différents au sein d'une même entreprise. Une fois qu'on aura choisi cet outil, il va vous suivre pendant longtemps et dans beaucoup de vos process. Donc, il est important de se poser la question de vraiment qu'est-ce que je veux en faire. Et la principale différence entre les outils, c'est quelle est leur capacité à se connecter à différentes sources de données. Il y a des outils qui vont avoir plus de mal à se connecter à certains types de bases de données. Donc, avoir une liste exhaustive de ces sources de données, de savoir ce qu'on veut faire comme traitement, va énormément orienter le choix de l'outil. En termes d'outils, alors, on peut bien sûr venir coder manuellement les extractions avec des langages type PHP, type SQL, type Java, etc. On peut venir coder en direct, mais là, il nous faut des développeurs. Et ce n'est pas forcément le
cœur des gens, le cœur des gens à qui je parle, votre cœur à vous, ce n'est pas forcément d'être développeur, d'être plutôt des directeurs informatiques, des chefs de projet data, des data scientists. Donc le but, ce n'est pas de développer. C'est pour ça qu'on va utiliser des outils. Les outils, il y en existe. Il y en existe à l'appel, j'en ai mis quelques-uns et il y en a tous les jours des nouveaux qui sortent. Concrètement, dans les grands noms de l'ETL, on a Informatica, on a l'outil IBM Information Server, on a Oracle Warehouse Builder qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. On a le moteur SQL de service intégration, d'intégration service. On a même aujourd'hui dans le cloud Azure Data Factory. Il y a beaucoup de choses et nous, chez L6Web, on utilise Talend. On utilise Talend parce que c'est un outil qui, premièrement, a une version open source, donc qui ne coûte rien en termes de licence, et qui, dans sa version open source, concrètement, nous permet de nous connecter à 99% des sources de données sans se casser la tête et nous permet de faire absolument tous les traitements qu'on veut pour nos clients. Il a en plus cette particularité d'être au départ un outil développé en Java, qui fait que même si on veut si par hasard il y avait une fonction qui n'existait pas et qu'on devait développer une routine à la main, on pourrait le faire en Java à l'intérieur même de l'outil. Voilà. Mais des outils, il y en existe énormément. Une fois de plus, on ne va pas adapter l'outil, on ne va pas adapter ce que vous voulez faire à l'outil. Hein, c'est pas l'outil peut faire ça ou ça, donc je me limite à ça. Non, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont vos sources de données, quelles sont les transformations que vous voulez faire, quels sont les traitements que vous voulez faire. Et à partir de là, on vous aide à choisir l'outil ou on choisit l'outil qui va bien. C'est vraiment pour moi la différence. L'outil est à votre service et pas l'inverse. Ensuite, une fois qu'on s'est connecté, donc on a fait la liste de toutes nos sources de données, on s'est connecté à nos sources de données avec un ETL, il va falloir récupérer cette donnée. Et là, je fais un petit focus sur les différentes façons, une fois qu'on a récupéré cette donnée, de stocker cette donnée. Alors, on le voit sur la première partie du dessin, toutes les sources de données qui peuvent exister. Donc là, ça peut être toutes vos applications diverses, tout ce que vous pouvez avoir, etc., dans votre système d'information. Ensuite, la deuxième étape, c'est est-ce qu'on crée ou pas un data lake. Alors, un data lake, c'est quoi? C'est un fourre-tout de la donnée. Je prends toutes mes données et je les dépose au même endroit. D'accord? On utilisera un data lake uniquement dans les cas où on a vraiment un volume de données colossal à traiter et qu'on ne peut vraiment pas se permettre d'aller consulter la donnée en live sur les serveurs de production parce qu'ils ne tiendraient pas le coup. Donc là, à ce moment-là, on créera un data lake. Cette partie data lake, elle est vraiment optionnelle. On n'est pas obligé d'avoir cette partie-là. Donc ensuite, on a tout notre process ETL, on vient prendre des données, donc ou on les prend du data lake, ou on les prend des données sources directement dans les applications. Ça, c'est en fonction du fait d'avoir défini si oui ou non un data lake était utile. On vient faire tous les traitements de nos données, on vient les mettre en forme, on vient les uniformiser, c'est un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière, est-ce que toutes les données ont le même format? Si elles n'ont pas toutes le même format, comment est-ce qu'on les standardise, etc. Donc, on vient standardiser toutes nos données, et une fois qu'elles sont bien standardisées, bien normées, on a fait les additions qu'on voulait, on a fait les traitements qu'on voulait, on vient les déposer dans un data warehouse. Le data warehouse, ça va vraiment être votre plaque tournante de la donnée au sein de votre entreprise et ça va devenir très rapidement le référentiel de la donnée. Si on veut une donnée juste, parfaite et exploitable, on ne va pas la chercher partout, on vient la chercher où? On vient la chercher dans le data warehouse. Et une fois qu'on a dit ça, vraiment, ça permet à toute l'entreprise de ne pas se poser de questions, à se dire « Ah, mais où est-ce qu'est la bonne donnée ?» Non, on a des experts, vous, qui avez cartographié la donnée, qui avez étudié la stratégie de l'entreprise, étudié les stratégies des métiers, vous savez exactement quelle donnée est juste et quelle donnée ne l'est pas, et toutes les données qui sont dans le data warehouse, vous lui faites confiance. Et ensuite, on peut imaginer créer ce qu'on appelle des data marts. Des data marts, c'est des mini data warehouse, mais qui seraient dédiés à un métier.
Pourquoi on en viendrait à créer ça? En fait, il y a vraiment deux typologies d'entreprises. Il va y avoir une première typologie d'entreprise où la donnée est centralisée et toute la donnée est traitée par un ou des data scientists et ces data scientists diffusent la donnée dans l'entreprise. Ou alors, il va y avoir directement des data scientists au sein de chaque structure, au sein de chaque structure, au sein de chaque service. Et à ce moment-là, on ne voudra pas forcément que le data scientist qui est dédié à la partie commerce ait accès à toutes les données financières. Et on ne voudra pas que le data scientist qui est dédié à la partie financière ait accès aux données marketing, etc. Donc, on va venir créer des mini data warehouses qui sont juste des vues, des petites fenêtres sur une partie du data warehouse. Donc, on va créer des data mart, mini data warehouse, pour uniquement donner accès à une partie de la donnée, à la partie de la donnée qui va intéresser le data scientist en question sur la thématique qui l'intéresse. Voilà. Donc, on a toutes nos sources de données, on les prend, on les rassemble en vrac dans un data lake qui permet les traitements, on les structure dans le data warehouse et on les éclate en mini-vues dans le data mart. Le data lake et le data mart sont des choses optionnelles, à mon sens. Ça dépend vraiment de votre besoin et de la taille de votre entreprise. Par contre, le data warehouse, cette plaque tournante, ce référentiel de la donnée, à mon sens, est primordial dans une stratégie data. Une fois qu'on a mis en place notre data warehouse, c'est là qu'on va enfin arriver à la partie data visualisation et c'est là qu'on va boucler toute notre chaîne de la donnée et qu'on va enfin pouvoir répondre à l'entreprise en disant, voilà, votre stratégie c'était ça, vous aviez besoin de voir telle et telle donnée, je vous les présente enfin. Donc, il y a un outil de data visualisation, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un outil pour mettre en forme de la donnée. Alors, un outil de data vis, c'est quoi? C'est tout simplement Excel. Ça peut très bien être Excel. Excel est un outil de data visualisation. On a des données et on fait des graphiques. C'est déjà un premier pas d'un outil de data vis. Mais là, on va aller un petit peu plus loin et on va utiliser des outils beaucoup plus performants qui vont être capables de consolider des gros volumes de données et surtout qui vont nous permettre de segmenter de la donnée, de faire des zooms, des focus, etc. dans la donnée. Et l'outil de data visualisation, il va également permettre de diffuser l'information. Car cette information, une fois qu'elle est collectée dans le data warehouse, qu'elle est mise de façon visuelle, il va falloir la diffuser dans l'entreprise. Et ça va passer par l'outil de data visualisation que vous aurez choisi. Alors, je vous disais, on connaît tous Excel en moteur data visualisation, qui est vraiment une data vis très basique, mais c'est déjà un premier pas. Eh bien, si vous connaissez Excel et que vous êtes un pro d'Excel, à ce moment-là, on ne va pas aller beaucoup plus loin, on va aller déjà voir Power BI. Power BI qui est le moteur graphique d'Excel repris dans un outil. Et la différence, c'est qu'Excel utilise des données qui sont dans le tableur lui-même, alors que Power BI aura cette capacité à aller se connecter à différentes sources de données et donc directement, éventuellement, notre data warehouse. Et on va pouvoir venir commencer à construire nos graphiques, nos visualisations de données, etc. Power BI a ses avantages et ses inconvénients. Il a l'avantage d'être vraiment très abordable en termes de tarifs pour des petites structures. Il devient un petit peu plus cher sur des grosses structures. Voilà, c'est toujours pareil. Quel est votre besoin? Quel est vraiment le besoin précis? Et on voit si Power BI répond à ça. Il y a également un outil qui s'appelle Biwi, qui est un outil d'une boîte bordelaise, un partenaire local que j'aime beaucoup, qui lui est beaucoup plus puissant en termes de travail collaboratif, de facilité de prise en main, etc. Dans les très grands noms qu'on connaît quand on s'intéresse à la database, on a Tableau Software, on a Qlik, et il en existe des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres. Une fois de plus, le problème n'est pas lequel vous allez choisir. Le focus à mettre, c'est quel est le bon outil pour votre utilisation. Est-ce que l'outil que vous allez choisir remplit vraiment toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour exploiter votre donnée? Et c'est la seule chose qui compte. Okay.
Et comme d'habitude, je vous propose une liste de questions à vous poser et à poser à vos équipes techniques, à votre DSI, à vos administrateurs systèmes et réseaux, à vos responsables RGPD éventuellement, pour savoir un petit peu où vous pouvez aller avec la donnée. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, allez-y, j'y réponds en live. Alors, les questions très importantes à se poser sur cette partie technique. Combien j'ai de sources de données? Est-ce que j'ai 1, 2, 3, 10 logiciels à consommer? Et où est-ce qu'elles sont? Est-ce que je dois créer un point central d'échange? Alors, si vous n'avez que 2 applications, ben, on peut vraiment se poser la question de créer un point central. À mon sens, donc un data warehouse. À mon sens, si vous avez 3, 4, 10 applications, la question est quasi répondue de fait, on y répond de fait, parce que on est obligé, pour centraliser la donnée, de la travailler avec un point central. Une question très importante à se poser, c'est est-ce que je tombe sous le coup de la RGPD dans le cadre de ce traitement de données? Dans la plupart des cas que nous, on va traiter des données financières, on va traiter des données produits, on va traiter, etc., de l'optimisation de chaînes de production. Donc, on a très peu de données personnelles. Mais en fonction de votre projet, de ce que vous voulez faire et de votre business, il y a vraiment une question à se poser sur est-ce que dans les données que je veux traiter, il y a une partie données personnelles. Si oui, je vous invite vraiment à consulter des professionnels, avocats, spécialistes en RGPD qui vont vous aider à savoir comment vous pouvez exploiter vos données de la meilleure façon. Est-ce que je dois anonymiser mes datas? Donc, si vous tombez sur le coup de la RGPD, mais vous voulez quand même traiter vos données d'une certaine façon, il y a des processus d'anonymisation. Est-ce que je garde la donnée telle qu'elle est ou est-ce que je fais en sorte qu'elle soit anonyme parce que le nom de la personne ne me sert pas dans mon traitement? Qui doit avoir accès à la data? Est-ce que la data que je génère et la visualisation que je génère doit être accessible à toute l'entreprise? Ou est-ce que seule une petite partie de l'entreprise doit y avoir accès? On se pose aussi ces questions dans le choix de l'outil, puisque tous les outils ne permettent pas de siloter et de sécuriser la donnée. À quelle fréquence je dois actualiser mes données? On ne va pas aborder le projet de la même façon si les graphiques, les rapports, etc., que l'on souhaite générer doivent être actualisés toutes les heures ou toutes les semaines. Quelle est la part de data confidentielle dans les données qu'on veut traiter? Est-ce qu'il y a des données financières? Est-ce qu'il y a des données qui tombent sous le coup de la RGPD? Est-ce qu'il y a des données secrètes sur la production, etc. C'est pareil, on se pose ces questions pour savoir comment on ajuste le silotage des données et l'accessibilité des données. Et enfin, est-ce que la data doit être disponible uniquement en interne ou est-ce qu'elle est aussi disponible en externe? Est-ce que je dois diffuser cette donnée? Est-ce que je dois créer des API pour pouvoir diffuser cette donnée-là, etc. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser dans le cadre de la stratégie data. Et puis, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Pour la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est de cartographier les éléments techniques, voir déjà quelles sont vos sources de données. Est-ce que vous avez les noms des bases de données qui hébergent vos données? Est-ce que vous avez déjà accès à toutes ces informations? Est-ce que les données sont hébergées chez vous? Est-ce qu'elles sont hébergées à l'extérieur? Est-ce que voilà. Concrètement, cartographiez votre donnée. Définissez qui a le droit d'avoir accès et à quelles données. Par rapport à tout le projet de data global, faites un tableau, tout simplement, en disant telle typologie de données est accessible aux commerciaux, telle typologie de données est accessible à la direction, telle typologie de données est accessible à la finance, etc. Et je vous propose de commencer à rassembler tous les éléments qu'on a vus dans le focus 1, stratégie d'entreprise, dans le focus 2, stratégie métier, et dans ce focus 3, technique. Je vous propose de les rassembler en un seul et unique document. Normalement, vous avez aussi, si vous avez besoin de revoir la session précédente, vous avez reçu les replays des sessions précédentes, donc surtout n'hésitez pas à les revoir pour reprendre la liste de questions à vous poser et à répondre. La semaine prochaine, on se revoit et on se revoit même jour, même heure, semaine prochaine pour voir comment est-ce qu'on définit une feuille de route pour votre projet data, comment est-ce qu'on définit les KPI et comment est-ce qu'on peut mettre en place une POC pour prouver que les premiers KPI, les KPI les plus intéressants qu'on a
qu'on a imaginés sont les bons et vont dans le bon sens. J'espère que vous apprenez beaucoup. En tout cas, je suis ravi de vous partager tout ça et de semaine en semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à mes mails si vous avez des questions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie POC et KPI. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Bon appétit, bonne journée. Bye bye.